J'ai la chance, grâce à une personne aussi que j'apprécie beaucoup, m'invite dans son équipe à faire un atelier avec l'Institut des futurs souhaitables. Et le message de cette journée, c'est la prospective, c'est regarder le futur avec des lunettes optimistes. Et je sors de cette journée en me disant, mais dans le fond, ce que j'aimerais, c'est réenchanter le plastique. Est-ce que le fond du problème, c'est pas simplement que les gens comprennent pas le problème qu'on a avec le plastique? Et en quelques heures, se cristallise dans moi l'idée de dire, tiens, on pourrait faire la phase du plastique. Le plus gros des volumes d'utilisation de plastique, c'est des produits de grande quantité, de grande consommation, et ça a transformé la vie de milliards de gens sur cette planète. C'est l'excès de cette qualité-là qui nous amène dans une situation problématique en ce moment-là. Mais dans le fond, ça c'est une qualité intrinsèque des plastiques. Le problème, c'est plutôt nous, autres êtres humains, qui n'avons pas eu la sagesse de savoir gérer la boîte de Pandore qu'on avait ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromien Matériaux, votre podcast de l'exploration humaine, des matériaux et de la science. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que quoi? Parce qu'en fait, c'est un épisode spécial. Un épisode spécial, vous voyez mon invité à côté de moi, si vous êtes sur YouTube, vous allez le voir, il frétille de me répondre, mais pas encore, on y arrive. Je vous présente avant tout ce que c'est cet épisode spécial. Donc, cet épisode s'inscrit dans le Podcaston, qui est un grand événement caritatif qui fédère plus de 1600 podcasts dans plus de 45 pays différents. Donc, vous voyez quand même l'ampleur que ça fait. Et l'objectif de ce podcaston, dans une semaine où on va vous balancer des podcasts avec toutes des œuvres caritatives, le but, c'est de les soutenir, de les mettre en avant. Et pour cet épisode, nous de Dromien Matériaux, j'ai fait un choix du cœur. Les amis. Et vous allez savoir pourquoi. Parce que je suis investi dans cette association. Parce que la thématique me touche. Les gens qui ont fédéré cette association me touchent également. Et je vais mettre en avant aujourd'hui la fresque du plastique. Et pour cela, je suis accompagné d'un des cofondateurs. Je me tourne vers lui et je vais lui citer. Bonjour Philippe, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous. Je vais bien et je suis ravi d'être avec vous. Et je te remercie Mike d'avoir choisi la fresque du plastique dans ce cadre que tu as décrit de caritatif et d'attirer l'attention sur cette association. Et merci à toi de ton participation et ton engagement dans l'association. Bah écoute, c'est mon plaisir Philippe de vous mettre en avant, c'est mon plaisir parce que le plastique c'est vraiment une thématique qui est fantastique, sans jeu de mots. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une thématique qui fait polémique. Et je pense que plutôt, alors ça c'est un avis personnel, plutôt pour sa mauvaise compréhension, sa mécompréhension de ce matériau. Qu'est-ce que c'est le plastique en réalité? Pourquoi? Pourquoi on a affaire à lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous sommes dans l'âge du plastique? Donc tout ça, on va essayer d'y répondre. Mais avant tout, vous savez que Dromien Matériaux, c'est un podcast quand même qui est centré sur l'humain. Donc je vais demander à Philippe de se présenter, qui vous présente qui il est. Et puis on enchaînera assez rapidement sur pourquoi la fresque du plastique. Allez Philippe, je te laisse, je te donne la main. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'ai 45 ans et demi, je m'appelle Philippe Reitenauer, je suis papa de 2 enfants qui ont 10 ans et 12 ans. C'est important pour moi, donc j'ai le plaisir à vous le dire. Je suis chimiste de formation, je suis ingénieur chimiste, j'ai fait l'école de chimie des polymères et matériaux de Strasbourg, même si moi j'ai fait option chimie organique et pas chimie des polymères. Je suis aussi docteur en chimie, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir d'avoir fait ma thèse sous la direction du professeur Jean-Marie Lehn à Strasbourg. Quelque chose qui m'anime et qui me motive et qui m'habitera jusqu'à la fin de mes jours, je l'espère. J'ai eu la chance de bifurquer dans ma carrière, de pas trouver ma place facilement, on va dire, et du coup de tester des choses un peu loufoques. Et ce que je peux dire, c'est après ma thèse, j'ai commencé par un post-doctorat à l'ETH à Zurich, mais ça s'est enrayé. La mécanique s'est enrayée parce que ma compagne n'avait pas envie qu'on aille habiter en Suisse à Zurich. Donc elle habitait à Sedan à ce moment-là. Enfin, elle travaillait à Sedan, donc elle habitait à Charleville-Mézières, et c'était plus compliqué de trouver un job hautement qualifié à Charleville-Mézières sur le sujet sur le sujet de la chimie. Après toutes sortes de rebondissements, j'ai fini par rejoindre une startup qui s'appelait Cuisine Innovation et qui est de la cuisine moléculaire, ou de la gastronomie moléculaire, en fonction de quel point de vue on applique sur le sujet. Ma chef était la première thésarde de Hervétis, qui est le pape de ce sujet-là. Et moi, j'avais trop envie de faire ce truc-là parce que Hervétis était hébergé au Collège de France par Jean-Marie Lehn, dans son labo au Collège de France. Et du coup, j'avais croisé Hervétis et ça avait été une révélation pour moi de voir que j'avais une première expérience de cuisine moléculaire, on va dire préhistorique, en m'étant posé moi des questions de chimie sur, dans le fond, pourquoi je comprends pas ce qui se passe dans la cuisine, alors que je fais des études supérieures de chimie. Et du coup, j'avais vachement envie de faire ça. Et quand je suis tombé un jour sur l'offre d'emploi pour ce truc-là, j'ai tout quitté. Enfin, j'ai quitté le postdoc où j'étais à ce moment-là
pour postuler à ce truc-là. Et, euh, et ça a été une révélation pour moi de voir que je pouvais utiliser la chimie pour faire autre chose que ce que j'avais imaginé jusque-là. C'est-à-dire, je m'étais toujours imaginé travailler dans l'industrie pharmaceutique, j'ai déjà fait BSF Summer School et des trucs comme ça. Et dans le fond, je me rends compte que la chimie peut faire des trucs complètement différents, que ça peut se poser des questions sur notre quotidien, sur des choses qui nous entourent, et en particulier la cuisine, qui est l'activité la plus quotidienne de chimie tout un tas d'entre nous, sans que jamais personne considère la chose de cette manière-là. Et ça, c'était vraiment fantastique. Et du coup, je me retrouve à expliquer à des cuisiniers ce que c'est des protéines, la dénaturation des protéines, des trucs comme ça, avec les mains, avec vraiment tout ça. Donc ça, c'était vraiment une première expérience très fondatrice pour moi. On en parlera plus tard quand on parlera de la fresque. Très fondatrice pour moi, mais un premier pas de côté sur, dans le fond, la chimie, c'est autre chose que l'objet industriel qu'elle est devenue. Et en particulier, travailler dans la chimie, ça peut être autre chose, un chemin alternatif entre travailler dans une entreprise ou travailler dans une unité de recherche ou de l'université. Hmm. Bah, je te Euh, rejoins. Je te rejoins là-dessus parce que tu N'est-ce sais, pas? oh, bah, évidemment, parce C'est que pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on se parle aujourd'hui, je crois, Mike. c'est clair, c'est clair. Parce que tu sais, moi aussi c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai fait un baccalauréat de physique chimie. Alors, je crois que c'est le bac F, vous, à la base, le STL, c'est le bac vraiment chimie de laboratoire, vraiment. Je sais plus c'est quoi l'équivalent, je me rappelle plus des bacs, bon, pour l'ancien. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait tout ce parcours de chimie. Et in fine, c'est vrai qu'on est arrivé à un moment donné, on se disait, mais attends, j'apprends tellement de choses, mais comment je peux le transposer à la vie de tous les jours? En fait, dans la vie de tous les jours, ça m'aide comment ça? Et, et je pense que c'est vraiment le problème de beaucoup d'étudiants qui font des études, qui se disent, mais attends, j'apprends des trucs, c'est bien beau. On m'apprend l'électrochimie, on m'apprend la chimie des polymères, on m'apprend la chimie organique, la chimie minérale. Dans la chimie minérale, l'acidobasicité, les acides de Lewis, les bases de Lewis. Ouais, mais ça me sert à quoi? Concrètement, ça me sert à quoi tous ces mots? Et c'est vrai que ouais, je te rejoins vraiment là-dessus sur cette notion de prendre conscience de notre connaissance et vraiment comment on peut être ingénieux finalement, être inventeur. L'inventeur, moi pour moi, c'est quelqu'un qui connecte son savoir à son savoir-faire et qui est capable de matérialiser son idée. Effectivement, hein, je te Il m'a rejoins. fallu un peu plus de temps. Il m'a fallu un peu plus de temps pour matérialiser l'idée, on va y venir plus tard. Mais à ce moment-là, de manière connexe et parallèle, mais tout aussi fondatrice pour moi, on habitait en Bourgogne à ce moment-là avec ma compagne, et je suis tombé sur la semaine de la bio en Bourgogne. Ça a été aussi une nouvelle couche pour moi de décrassage. Me rendre compte à quel point j'adhérais absolument à tout ce qui était dit sur le bio, la lutte contre les pesticides, et à quel point c'était évident pour un chimiste que, ben, bien sûr, si on met des pesticides dans l'environnement, c'est pour nuire à l'environnement. Il ne faut pas s'attendre à ce que les petits oiseaux chantent et les gazouillent si on leur met des trucs qui les tuent. Et qu'en termes de chimie, il y avait absolument rien à parer, enfin, rien à redire à cette chose-là, c'était évident. Et du coup, à nouveau, ce pas de côté entre l'industrie chimique et son objet et la chimie comme rapport au monde pour comprendre le monde dans lequel on vit. Bon, ça ne pas tout ça, pas vivre son bonhomme, mais des graines étaient semées. Il fallait bien casser casse-croûte. J'ai finalement, après différents moments, on va dire que j'aime bien appeler l'intermittence du spectacle, hein, ce qui est dans le fond le temps qu'il faut pour trouver un poste qui correspond à ce que tu as envie de faire, où les gens sont prêts à accepter que tu apportes quelque chose qui t'intéresse, qui les intéresse et qui permet de payer ta rémunération aussi. Je finis par rejoindre Danone dans l'équipe matériaux emballage. Et matériaux de l'emballage pour Danone, ça veut dire plastique. Euh, J'avais aucune expérience en plastique, j'avais aucune expérience en emballage. Enfin, c'était pas mon domaine à moi, mais j'avais un chimiste et dans le fond, j'étais là. Je pourrais raconter une autre fois. J'ai eu un peu de chance, on va dire, pour les entretiens, pour entrer dans ce poste-là. Mais du coup, je découvre le métier de l'emballage et du plastique chez Danone, hein. Donc, c'est pas un mauvais endroit pour apprendre tout ça, il faut bien le dire. Et j'étais basé sur le site de l'usine d'Évian à Évian en France. Euh, je fais pendant 3 ans et demi un boulot sur les bioplastiques qui me passionne parce que j'ai la sensation de sauver la planète euh, avec ce sujet-là. Et puis je prends un oncle parental. Et du coup, pendant mon allaitement parental, bah, il donne à quelqu'un d'autre le poste sur les bioplastiques. Et je reviens, je suis bien triste de ça, d'avoir perdu le poste sur le bioplastique. Mais dans le fond, c'est une des chances de ma carrière, un des rebondissements et une des chances de ma carrière. Dans le fond, comme ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne, ils avaient filé mon poste et j'avais plus vraiment de poste. Donc ils m'ont fait un poste de brique et de broc où mon travail, c'était un peu, j'aime bien dire, aller retourner les pierres un peu partout pour aller voir ce qui se cachait dans les trucs et en particulier aller comprendre, me frotter à tous les problèmes qu'ils avaient, qu'ils savaient pas trop répondre avec les compétences locales. Donc ça, c'est vraiment toujours une chance dans la vie pour moi. Quand on regarde avec un œil différent des choses d'un point extérieur, on découvre, tu as parlé d'innovation avant, c'est là qu'on découvre des choses différentes.
Donc, une foultitude de problèmes se posent au quotidien dans une usine, donc il y a une foultitude de bonnes opportunités d'arriver à repenser les choses. Et je vais redire la même chose qu'en cuisine moléculaire, apporter une méthode scientifique là où elle n'a pas forcément été employée jusque-là. Donc, toutes sortes de problèmes. Mais du coup, je suis amené à m'intéresser à plein de sujets, depuis la production jusqu'à l'utilisation du plastique, dans un sujet qui est comme l'emballage, et vous allez voir un peu plus tard dans le podcast, un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup. J'ai fait 3 ans, j'ai fait 3 ans encore comme ça, jusqu'on arrive là fin 2019 Mm. pour des raisons personnelles. Hein. Avec ma compagne, on a envie de changer de côté. Là, on habite dans l'est de la France, on a envie de déménager sur la côte ouest de la France. Et je me rappelle d'un soir, je rentre de mon footing, ma compagne me dit que je devrais postuler à ce job chez Léa Nature. Léa Nature, c'est le premier indépendant de produits agroalimentaires et cosmétiques bio en France. De trucs, et il cherche un poste de responsable emballage écologique. Donc, évidemment, j'ai envie de faire ça. Évidemment, j'ai envie de faire ça. Et là, j'aime bien dire et un grand coucou à l'équipe La Nature si quelqu'un nous entend. Ça se passe comme une lettre à la poste. Le fit est fantastique. Mon futur chef, on s'entend super bien, on se comprend, on partage les mêmes valeurs sur la bio. Et je suis ravi. Et on me propose un poste où on pose des questions un peu plus que juste des questions du gentil scientifique qui sait bien répondre aux questions. On pose des questions un peu plus d'image et parce que je découvre une chose, c'est l'activisme. Je me rappelle très bien d'avoir posé ce mot activisme pendant mon entretien chez Léa, pour dire que pourquoi j'étais intéressé de travailler chez Léa. Et effectivement, Léa est clairement un activiste. Donc je découvre en arrivant chez elle l'activiste industriel et on me fait parler des tas de gens. Et Léa est bien content d'avoir un docteur en chimie qui vient parler de ses emballages pour expliquer et raconter l'ambition de Léa qui, déjà très fortement depuis 2012, souhaite déplastifier ses emballages. Elle fait de grands pas dans cette direction-là. Et du coup, bah, je me rends compte que ce que j'ai raconté sur le plastique, ça intéresse largement au-delà du cadre de mes pairs dans l'emballage. Et que du coup, on me fait parler des journalistes, on me fait parler des influenceurs, on me fait parler toutes sortes de gens. Et j'aime ça. Et je me rends compte que non seulement ça les intéresse, mais en plus, moi, ça m'intéresse de le dire. Et tout doucement s'opère en moi une translation qui va être catalysée par quelques ingrédients, on en parlera un peu plus tard. Une translation dans le fait de me dire, après avoir fait des projets de recherche brillants dans toutes sortes de contextes, mais qui n'ont pas débouché sur grand-chose, est-ce que le fond du problème, c'est pas simplement que les gens comprennent pas le problème qu'on a avec le plastique? Je te vois hocher de la tête vigoureusement. Euh, voilà. Et du coup, en parallèle de ça, j'ai un de mes anciens collègues de labo où j'ai fait ma thèse, il était postdoc, Peter Bull, salut Peter, euh, T'embrasses, Peter. qui m'écrit, enfin qui me contacte, il me dit je vais être éditeur d'un livre sur les matériaux durables. Et je veux bien que tu m'écrives un chapitre de livre, donc un chapitre pour ce livre-là, sur le recyclage des plastiques. Et une technologie qu'on appelle les binamères, sur laquelle on avait bossé ensemble pendant ma thèse. Je vais pas rentrer dans ce niveau-là, mais évidemment que j'ai envie de faire ça. Mais évidemment, j'ai pas de labo, mon employeur n'aura rien à faire du fait que je fasse ça. Mais c'est pas grave, je recrute mes deux anciennes alternantes chez Danone, Eva et Manon, salut. Je leur T'embrasses, dis, ça vous dit de faire Eva ça avec maintenant. moi. Coucou. Coucou à vous. Toutes les deux ont tout de suite envie de faire ça. Ce qui martyrise aussi une chose, c'est qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble. Enfin, je sais quand j'étais parti, quand j'ai démissionné chez Danone, ça a été un peu une crise d'arrêter de bosser ensemble. Donc, on arrive à trouver rapidement une opportunité de continuer à travailler ensemble parce qu'on aimait bien ça. On écrit ce chapitre de livre, ça nous prend une bonne année, un peu plus même. Eva a fait un travail fantastique, je la remercie énormément. Je dis pas que Manon n'a pas fait un travail aussi, mais c'était aussi basé sur les choses que j'ai fait faire à Eva pendant que je l'encadrais chez Danone. Euh, et quand on a fini la version quasiment prête à publier, arrive un peu le baby blues que tous les gens qui ont rédigé une thèse ou un truc comme ça connaissent. C'est maintenant qu'on a fait ça, il y a un grand vide, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, la suite, Et je te oui, laisse on fait poser quoi? je te laisse poser les prochaines questions. Vous allez bien voir, Exactement. vous allez Exact. bien voir ce qui a pu se produire. Effectivement, on fait quoi? Putain, je l'ai ressenti, ce truc-là, ouais, je te jure. Après la fin de la thèse, là, tu sais, tu t'es donné à fond, ça retombe. Le lendemain, tu te réveilles, tu dis, ça y est, c'est fait. 3 ans, j'ai conclu 3 ans de ma vie comme ça. Ouais, non, mais je comprends. Le blues, ouais, c'est. Moi, c'est plus la dernière manip. Je me rappelle, c'était un jour de juillet 2000, c'est quoi du coup 2006, la dernière manip. Je fais ma dernière manip, et après je me dis maintenant, tu rédiges. Enfin maintenant c'est fini et tu rédiges. Et je prends le train pour aller rejoindre ma compagne qui travaille en Allemagne à ce moment-là. Et c'était là vraiment tous les rêves, tous les trucs, j'ai envie de le faire et ça se fera jamais. Mais à l'époque je savais pas, à l'époque j'étais jeune et bête, je savais pas que la vie la vie trouve son chemin malgré tout par après. Mais voilà. Donc bon, ça c'est le baby blues à la fin de la thèse. Pour revenir un peu sur ce moment-là, sur
Ce qui a amené à la genèse de la fraise, du coup, je te laisse reprendre. On va y venir. C'est moi, il connaît tout mon script. Philippe, il connaît tout mon script. Non, ça c'est clair. Mais écoute, effectivement, ouais, cette fin, à un moment donné où on finit quelque chose et qu'on repart, il y a toujours ce laps de temps qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est ce laps de temps qui est finalement fruit de multitudes d'opportunités, mais il faut aussi être ouvert à ces opportunités et démystifier finalement son travail, sa propre vie pour savoir se dépasser. Et Et effectivement, moi, ouais, ça, je vais rajouter une couche. Euh, Ce que j'ai pas dit, c'est que là, ce moment, c'est fin août. Fin août, c'est toujours un moment enfin, c'est toujours un moment spécial pour moi parce qu'après les vacances, je suis toujours beaucoup plus créatif. Et ça, c'est aussi une chose importante. Dans la science, il y a la rigueur et la créativité. Et allier les deux, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que être que rigoureux, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Être créatif, ça peut déboucher sur certains problèmes. Allier les deux, c'est ça qui est intéressant. Et j'aime beaucoup le mois de septembre, c'est en général le mois où je suis plus productif, parce que c'est le mois où je me suis, on va dire, dépoussiéré l'imaginaire pendant les vacances. Et j'arrive à la rentrée avec à la fois plein d'énergie et plein d'envie de faire des choses. Et donc là, on est en septembre. Enfin, du coup, on arrive, tout ce qu'on vient de dire là, on arrive à une connexion de fête. On est en septembre 2022, 2021, pardon, en septembre 2021. Et un. Et voilà, prêt pour The Big Thing. Ouais, vous avez compris. Donc, si vous voulez travailler avec Philippe, faut l'appeler en septembre. Parce qu'en septembre, il est plus créatif. Si vous voulez des bonnes idées, si vous voulez des bonnes, si vous voulez des bonnes idées. Bon, c'est super, Philippe. Mais écoute, franchement, c'est ultra cool de voir toute cette genèse, toute ta construction de ton personnage et de ton persona finalement en tant que scientifique, et qui finalement, à la fin, en tant que, j'allais dire activiste, mais faut pas le prendre de manière péjorative, vraiment au sens que tu as évalué un défi. Tu as dit, il y a un défi à relever, il faut que je le relève, et il faut que tout le monde en ait conscience parce que c'est un défi mondial et planétaire. Si je considère la planète en tant que telle, je mets dedans, pas que l'humanité. Pas moins que ça, effectivement. Effectivement. Et du coup, donc cette relation effectivement avec le plastique, elle a commencé là. Cette relation à comprendre ce que c'est ce matériau, à comprendre ses multiples aspects, à comprendre aussi le mot plastique. Alors je parle pas de la définition là, je parle vraiment du mot plastique parce que pour moi, en ayant travaillé en thèse dans les matériaux polymères, moi, à un moment donné, d'ailleurs, coucou Étienne, parce que c'était la première fois qu'on en a parlé, que c'était avec Étienne, épisode 3 de Drôme Matériaux. Ça remonte déjà, ça remonte. Euh, je lui dis, écoute, Étienne, moi j'ai un problème avec le mot plastique, parce que je le comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi? C'est une propriété du matériau polymère, son seuil de plasticité? C'est quoi? C'est sa déformation plastique que tu l'utilises? Est-ce que c'est la notion liée à le phénomène de plasturgie, tout ce qui est plasturgie et plastique? C'est quoi la définition? Alors il m'a dit que selon le ciel, l'organisme, il y a, je sais plus, 17 ou je sais plus, 10 définitions ou plus, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais il m'a dit qu'il y a beaucoup de définitions et qu'on n'est tous pas d'accord là-dessus. Et on arrive, on tombe sur la définition qui me plaît le plus, où on me dit que le plastique, c'est une formulation de polymère. Là, auquel cas, là, on me parle. On commence à me parler, je dis, ah ok, oui, effectivement. Donc, le plastique est un matériau avancé parce qu'il est prédominé par, on va dire, un type d'entité moléculaire, c'est la macromolécule, le polymère, et que finalement, ajouté à plein d'additifs, que ce soit des charges polymères, des charges céramiques, des charges métalliques et autres, on obtient une formulation, donc là ça parle au formulateur les amis, hein, une formulation qui est la définition du mot plastique. Et là auquel cas on m'a présenté ça comme ça, je me suis dit ok, ouais ça va, ça me tient, ça se tient, ça se tient, donc du coup j'ai démystifié un peu tout ça. et, euh, et c'est là en fait où j'ai compris finalement une des problématiques, mais finalement ouvrir cette définition, comprendre cette définition du mot plastique, eh ben, ça a ouvert encore plein d'autres débats, plein d'autres incompréhensions et débats. Ben, on le voit avec tout ce qui s'est passé, tu sais, lors des journées là, mondiales du plastique, là où les débats avec les lobbyistes et les gens et les associations pour trouver un accord sur le plastique. Et ça, on en parlera. Mais c'est vrai que cette mécanique de définir, en fait, comme quoi le mot, le savoir, c'est le pouvoir, en fait. Définir, c'est une forme de pouvoir et il faut être responsable, voilà, dans cette définition-là. Je sais Et pas, qu'est-ce que t'en moi, penses, toi? je vais aller un cran plus loin. On a beaucoup travaillé, et là, c'est Eva spécial, attention à Eva qui est très talentueuse pour ça.
expliquer, donner une définition qui soit facile à comprendre pour les gens. Donc je me retrouve dans la définition que tu as discuté avec Étienne sur est-ce que c'est un plastique, avec ceci près que c'est une définition. Donc de toute façon, il y a une zone gris, il y a une zone éclairée et une zone dans l'ombre. Donc j'ai ma propre image de ce que c'est un plastique qui est difficile de mettre avec des mots. Mais du coup, avec la fresque, on se retrouve beaucoup avec le besoin d'expliquer ça à des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est un plastique. Et du coup, la métaphore qu'on utilise, et merci Eva, je le redis, c'est un plat de pâtes. Dans un plat de pâtes, vous avez des tas d'entités qui coexistent, et avec ces entités, on peut faire des tas de plats différents. C'est-à-dire, vous pouvez choisir des penne, vous pouvez choisir des coquillettes, vous pouvez choisir des spaghettis, vous pouvez choisir des linguine, des farfalle, des rigatone, ce que vous voulez. Et ça, vous pouvez mettre avec une sauce comme ci, une sauce comme ça, carbonara, arrabbiata, ce que vous voulez. Et ça montre un peu la plasticité, même si pour le coup, c'est pas un jeu, enfin, c'est pas un choix, c'est pas un choix. On peut, à partir des mêmes ingrédients, obtenir des tas de réponses différentes en multipliant les ingrédients, multipliant les combinaisons. C'est-à-dire qu'on peut choisir la même sauce pour différents types de pâtes ou les mêmes pâtes pour différents types de sauces, mais on peut aussi mélanger différents types de pâtes ensemble avec une même sauce. Et je dirais même, même si ça c'est un truc qu'on fait pas en cuisine, mélanger différents types de pâtes avec différents types de sauces. Ça pour le coup c'est pas très intéressant en cuisine en tout cas, mais en plasturgie à l'inverse il y a un potentiel de créativité qui est assez phénoménal et qui a une des raisons, et on peut pas, et si on oublie de repenser ça, on peut pas comprendre pourquoi, parce qu'on est dans la situation dans laquelle on est en ce moment avec le plastique et les problèmes que ça génère, c'est cette capacité à être absolument polymorphe et absolument répondre à des tas d'applications différentes. Effectivement, c'est cette capacité à être comme Jarod. Tu sais, la série des années 80-90, Jarod le caméléon, tu vois. C'est pas mon truc, mais ok, pourquoi Moi, pas. j'ai été bercé par ça. Tu sais, le caméléon, un être supranormal qui sait s'adapter à n'importe quelle situation. Et je me rappelle de cette scène, ça m'a marqué dans le générique qui dit, la femme, elle lui fait, vous êtes vraiment docteur? Et lui, il fait, oui, pour la journée. Tu sais, c'est incroyable. Moi, je suis perdu tout seul, mais bon, quoi qu'il en soit. Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, cette faculté qu'a les polymères, et notamment après toute cette formulation, même dans une macromolécule, effectivement, cette possibilité de jouer sur les configurations. Je vais volontairement un petit peu sur un peu plus beau technique aussi, sur jouer sur ces configurations, que ce soit des configurations type téréphthalique, isophthalique, enfin des choses comme ça, tu sais, para-ortho dans ton Isomérisation. cycle benzénique, tout ça, tout ça. Isomérisation dans ce cas-là. Effectivement, Isomère de polarisation. ouais, tout à fait. Le degré de polymérisation, donc sa longueur de chaîne, effectivement, si c'est un polymère ou un copolymère ou plus encore, tu vois, toute cette mécanique, cette façon de créer le matériau à souhait, c'est quelque chose qui est vraiment très chimie organique, très chimie des polymères. Ça, c'est vrai que bon, peut-être que les métallurgistes vont me tomber dessus ou les céramistes vont me tomber dessus, mais bon, en tout cas, moi, je parle de ce que je sais. Mais en tout cas, ouais, ouais. Du coup, ça c'est Mais ça, c'est important aussi. Ouais, dis-moi. Ça, c'est important aussi de le dire Dis-moi. parce que le potentiel de créativité, il est immense. Et que c'est une des choses importantes de dire aussi que la réalité à laquelle on fait face actuellement, ce n'est qu'une des minuscules facettes de la nombreuse quantité de facettes qu'on peut imaginer. Et donc, d'où revient sur ce que j'ai dit plus tôt, la grosse différence entre la plasturgie et le plastique comme industrie de production et le plastique comme objet de réflexion, de recherche, qui peut déboucher sur vraiment des tas d'autres manières de l'utiliser que ce qu'on fait actuellement. Et Exactement. ça, en tant que scientifique, ça me berce, cette croix, et des fois c'est un peu à travers, mais cette foi dans le fait qu'on puisse progresser, qu'on puisse faire mieux que ce qu'on a actuellement, ça reste aussi un élément fondamental pour moi dans mon engagement et dans mon activisme. Exactement. Exactement. Et moi, ça, c'est mon parti pris par rapport aux matériaux polymères. Je trouve que c'est un matériau j'allais dire, pas de haute complexité, mais de tellement de performance, de tellement de très belles performances qui devraient être associées pour des applications de haute technicité. Tu vois, ça veut dire que tellement qu'on est capable de le moduler, tellement qu'on est capable d'aller dans des trucs techniques, ben, c'est des matériaux qui peuvent être associés pour des applications très techniques, l'aéronautique, le spatial. Tu vois, des choses. J'ai déjà L'emballage pour entendu moi. dire ça, j'ai déjà entendu dire ça, mais je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Euh, on vend Dis-moi pourquoi t'es pas d'accord. le plus gros des volumes d'utilisation de plastique, c'est des produits de grande quantité, de grande consommation, et ça a transformé la vie de milliards de gens sur cette planète. Et on est bien d'accord que ça, c'est rempli de problèmes. C'est pas forcément la faute du plastique, une première chose à dire. Mais ça a transformé parce que ça a rendu accessible à des tas de gens des choses qui étaient impossibles d'accès jusque-là. Donc il y a cet Ouais. aspect commoditisation qu'on peut pas nier. Donc il y a effectivement, on peut faire des matériaux hyper
très haute technicité, hyper pointue, mais on peut aussi en faire pour tout le monde. Et c'est ce deuxième aspect-là qui est le plus important parce que c'est lui qui est la genèse du problème qu'on va avoir avec le plastique. Parce que, attention, je veux pas nier, je veux certainement pas tomber dans le camp des technosolutionnistes et de nier le fait qu'on a un problème. C'est l'excès de cette qualité-là qui nous amène dans une situation problématique en ce moment-là. Mais dans le fond, ça, c'est une qualité intrinsèque des plastiques. Le problème, c'est plutôt nous, autres êtres humains, qui n'avons pas eu la sagesse de savoir gérer la boîte de Pandore qu'on avait ouverte. Exactement, exactement. Mais je te C'est rejoins, pas je trop te tard. rejoins. Mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Enfin, je veux dire, j'espère, et en tout cas, je me battrai jusqu'au dernier moment pour dire que on peut encore faire différemment. Et il faut essayer. Nous sommes deux. Alors nous sommes deux. Nous sommes deux. Et t'inquiète, c'est vrai que bon, j'ai cette définition-là du plastique, enfin de notion de haute technicité, je l'entends, mais je suis bien d'accord que ça a changé le quotidien, les vêtements. C'est ça les sources de plus grosses sources de plastique et d'utilisation du plastique, c'est le textile et l'emballage. Je me trompe pas, c'est bien cela, c'est des deux grosses Je suis sources. absolument d'accord avec ça. Moi, j'aime bien dire que c'est une révolution silencieuse au XXe siècle. C'est-à-dire que tout le monde va Oui, parler des médicaments, des choses comme ça, mais personne va se rappeler que grâce à l'emballage, on a l'espérance de vie à augmenter partout sur la planète. On peut pas nier ça, et surtout, on peut pas comprendre la situation dans laquelle on se trouve actuellement et les aspects problématiques de la situation sans arriver à comprendre le succès du plastique et de son arrivée dans l'environnement humain d'abord, et puis l'environnement extra-humain ensuite. ouais, exactement, effectivement. D'ailleurs, on en a discuté, c'est même toi qui disais que tu as totalement raison, je te suis là-dessus, le fait de dire que le plastique à la base n'a pas été pensé pour être recyclé. Exactement. Et ça, c'est vrai. J'aime Bah, bien on dire en ça. discute. Du Et coup, ça, du coup, je peux le dire, cette phrase-là, je suis dans le train, on écrit là, le chapitre dont on se parlait tout à l'heure, je suis dans le train entre Bordeaux et Saintes, et pour ceux qui ont déjà pris cette ligne-là, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il n'y a aucun réseau, le train il roule à 30 km à l'heure, donc j'étais vraiment concentré sur mon truc. J'écris, je suis en train d'écrire l'introduction de la publication dont on se parlait tout à l'heure, et j'écris cette phrase. Les plastiques n'ont pas été pensés pour être recyclés. Et je m'arrête, et je pense que la première poule qui a pondu le premier œuf, elle a dû se sentir comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive là? Euh, Qu'est-ce qui m'arrive là? Parce que je savais instantanément que c'était vrai, que c'était vrai. Et j'ai beau avoir dit cette phrase à des centaines de personnes depuis que j'ai pondu cet œuf-là, personne ne m'a jamais réfuté cet argument-là. Et pour autant, ça faisait 15 ans que je bossais dans ce milieu-là et que 100 personnes ne me l'avaient jamais dit. Et ça a été vraiment pour moi un point de bascule incroyable. Donc je me rappelle très bien, c'était en fin de journée dans le train entre Saintes et Bordeaux, entre Bordeaux et Saintes. Et je me retrouvais, et ça a changé ma vie parce que je pouvais plus faire face à je pouvais plus continuer à vivre sans faire face à la réalité du fait que j'avais découvert cette réalité-là. Et du coup, ben, j'ai été ému, pris de cette mission, de se dire, on peut pas continuer à essayer de naviguer dans ce monde sans prendre en compte cette réalité tellement importante. effectivement, effectivement. Et je pense que même elle est même associée, si tu veux, même à tous les types de matériaux. Est-ce que tous les types de matériaux, quand l'humain a agi, était toujours dans cette économie linéaire dans sa tête, et que finalement, l'impact des d'autres types de matériaux construits sont différents que l'impact effectivement de ce matériau synthétique Donc, qui est donc, le donc polymère, là, enfin qui est les pour plastiques. ce que tu dis, du verre qu'on a besoin de la nature, du métal qu'on a besoin de la nature, du bois qu'on a besoin de la nature, la nature va savoir va savoir quoi faire. Ils vont disparaître en un temps qui va être plus ou moins long, mais ils vont disparaître. Et même de la céramique, la nature retrouvera ses petits. Le plastique, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Philippe, je crois, j'ai l'impression que c'est moi qui ai parlé dans ta voix. C'est pour ça que je t'ai fait des bisous comme ça. Mais putain, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Les autres matériaux, ils sont compris par la nature. Donc la matière, elle a réussi même dans un système linéaire ou d'économie linéaire de l'homme. Il arrive à la fin où le déchet final que l'homme ne sait pas gérer, c'est un déchet que la nature gère parce qu'elle, elle est dans une économie circulaire qu'elle comprend. Mais le plastique, sachant que c'est une nouvelle entité, matériau purement synthétique, qui a été généré. Enfin, attention, il y a plein de lapsus dedans dans ce que je dis. S'il vous plaît, les puristes, ne me tombez pas dessus. Il y a plein de lapsus Tu là-dessus. es juste. Tu es juste. Mais Alors moi, je vais juste dire, c'est une grammaire, c'est une nouvelle chimie. C'est différente. C'est c'est ça. différent de la grammaire de la chimie du vivant. Exactement. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Écoutez, Philippe. Voilà. Écoute, donc J'ai du posé coup, Je me suis déjà posé des questions de comment raconter ça pour rendre super. accessible. Et c'était du coup, là, je pense qu'il faut en embrayer sur la fraise tout doucement. Ça a été aussi une merveille d'arriver à mieux dire les choses, apprendre à mieux dire les choses pour qu'elles soient comprises. C'est clair. C'est clair. Et du coup, bah alors, parfait. Parfait transition. Ma question, pourquoi? Pourquoi Ouais. avoir créé finalement un atelier de sensibilisation, d'avoir créé finalement la fresque du plastique? Et je vais enchaîner sur peut-être une question assez rapidement aussi. Et pourquoi au format fresque?
Pourquoi avoir créé cet atelier intelligence collective? La première chose que je dois dire, c'est faire preuve d'une humilité incroyable. Beaucoup de gens étaient enfin, déjà, le format fresque a été inventé par, s'il a été inventé, en tout cas popularisé par la fresque du climat, et enfin, aussi un coucou à ces gens-là, et merci à Cédric Greenbar pour tout le travail qui a été fait sur ce sujet-là. Donc c'était dans l'air, les fresques étaient dans l'air, et pour ma part, j'ai découvert les fresques chez la nature, mon intégration chez la nature, j'ai fait la fresque de la biodiversité, et ça a été une révélation pour moi. Et je pensais avoir déjà fait des bonnes formations avant dans ma carrière, mais rien qui touche le niveau de cette révélation qu'était la fresque. Donc c'est vraiment, effectivement, cette intelligence collective, c'est vraiment un moment fantastique. Euh, Sur la fresque du plastique, c'était un moment où il y avait il commençait à y avoir des fresques de tout qui apparaissaient, et notamment, il n'y avait pas encore celle du plastique. Donc, je vais être extrêmement humble, parce que, pour le coup, on a parlé avec des tas de gens qui nous ont dit, ah, moi aussi, j'avais pensé le faire, ou moi aussi, j'ai essayé, puis j'ai pas réussi. Moi aussi, et typiquement, j'ai pensé pour Monsieur Même Recyclage, qui me disent souvent, on nous a demandé de le faire, mais on n'a pas réussi à trouver le temps de le faire. On a eu la chance avec Eva et Manon du fait qu'on ait déjà réécrit une publication avant, on avait déjà une thèse. Et dans cette thèse en particulier, les plastiques qu'on utilise n'ont pas été pensés pour être recyclés. Donc ça nous a structuré. On avait vraiment, à la fin de la rédaction de cette publi, le sentiment de se dire, dans le fond, il y a 100 personnes qui vont nous lire. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on touche plusieurs dizaines de milliers de personnes pour y arriver? Et du coup, j'ai la chance, et on se reprojette là en cette fin août 2021, grâce à une personne aussi que j'apprécie beaucoup, Michel Simoneau, qui m'invite dans son équipe à faire donc R&D, R&D cosmétique chez La Nature, m'invite dans son équipe à faire un atelier avec l'Institut des futurs souhaitables de prospective. Et le message de cette journée, c'est la prospective, c'est regarder le futur avec des lunettes optimistes. Euh, et je sors de cette journée en me disant, mais dans le fond, ce que j'aimerais, c'est réenchanter le plastique. Et alors là, je sais que beaucoup de gens vont tomber de leur chaise en entendant des choses pareilles, mais c'est vrai. C'est vrai, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer une trajectoire désirable et accessible pour ce matériau en corrigeant les problèmes qu'on a aujourd'hui, sans nier la chance que c'est aussi pour l'espèce humaine d'avoir accès à de tels matériaux. Je n'ai pas la réponse, j'aime autant vous dire que je ne peux pas vous donner la réponse de ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais en tout cas, la première chose à faire, c'est se mettre en marche et commencer à considérer correctement le problème. Et en quelques heures, se cristallise dans moi l'idée de dire, tiens, on pourrait faire la phrase du plastique. J'avais aucune idée, j'avais pas googlé si ça existait, enfin, j'avais aucune idée de savoir si ça existait ou pas. Et dans le fond, à part d'avoir fait la phrase de la biodiversité, j'avais pas grande expérience de la chose. Mais au moment où je pense ça, je sais pas si c'est au quart d'heure près, mais dans mon souvenir, c'est quelque chose comme ça. Eva m'envoie un texto pour me dire, je commence la formation pour devenir animatrice de la fresque du climat. Et cette synchronicité, ça a été on était inondé de lumière. Enfin, pour moi, une inondation de lumière. Je réponds du tac au tac à Eva, est-ce que tu veux faire la façon du plastique avec moi? Qui me répond du tac au tac, oui. On écrit à Manon tout de suite après, est-ce que tu veux faire ça avec nous? Qui nous répond tout de suite, oui. Et vogue, et roule. Et on était fou de joie. Enfin, pour moi, c'était, enfin, quand on a un sens, quand on trouve le sens de ce qu'on fait dans la vie, de sa carrière, et j'aime bien dire, je ne faisais pas un bullshit job, parce que j'ai déjà responsable engagé, c'est plutôt pas mal. Il y a des travails avec moins de sens. Mais quand on trouve tout d'un coup sa voie et c'est quelque chose qui fait sens, son credo, on va dire, bon, comme on s'est déjà dit ensemble, Mac, son ikigai, tout déroule. Tout déroule. Et du coup, là, en 6 mois, le soir, après le boulot, grâce à la Covid, il faut bien dire, qui nous libère un peu de temps, une pensée pour Eva qui était confinée à Bourg-en-Bresse, euh, on génère un premier jeu de cartes qui débouche sur une fresque du plastique avec, on ne connaît rien au-dessus, enfin on connaît rien à la création d'une fresque à ce moment-là, donc on fait tout n'importe comment. Heureusement Eva, qui entre-temps est devenue animatrice, nous guide un peu plus sur, vous arrêtez de fumer la moquette, Manon et toi, il faut revenir des choses beaucoup plus terre à terre. Euh, et, euh, et arrive février, le 14 février, le 15 février 2022, première fresque est prête et Eva la joue chez elle dans sa coloc. Et c'est un moment important. Et je vais dire une chose, à ce moment-là, on est fou de joie, on croit qu'on a fini, mais il se produit quelque chose qu'on pourtant nous avait dit, ça nous pensait pour Aurélien de Ragne, un des co-créateurs de la fresque du numérique. Il nous a dit il faut autant de temps entre le moment pour la créer que pour le moment la première et l'ingénierie du jeu. Ça donne rigolo. Alors je me rappelle très bien, et je l'ai dit, j'ai déjà eu cette conversation avec Aurélien, donc j'ai pas de problème à vous le dire à l'antenne comme ça, d'avoir pensé dans ma tête, de dire, mais, ok, tu dis ça, mais nous, on va faire mieux, on est plus malin, on va aller plus vite. Et pas du tout, pas du tout. On a exactement les mêmes problématiques, il faut du temps. Et dans le fond, c'est pas évident. C'est évident pour répéter les choses, trouver les tournures de phrases qui marchent et qui prennent pied, qui s'ancrent
dans le monde public, il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. Il n'y a rien de mieux que l'expérimentation et la répétition et d'améliorer. Donc il faut 6 mois, je dirais, pour que le jeu se stabilise dans sa manière de faire. Au début, on est nul, hein, il faut bien se le dire. C'est normal, c'est normal. J'aime bien dire en tant que R&D, si on réussit du premier coup, on n'a pas cherché un truc assez compliqué. Au début, on est nul, et puis tout doucement, on s'améliore. Et puis, ma foi, à un point, on arrive doucement à un point où d'autres gens ont envie de le faire avec nous. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable de voir. Voilà, merci Mike. Euh, Manon, une pensée aussi pour Manon, cette fois-ci à Grisser, qui rejoint rapidement l'équipe, parce que au cours d'une phrase, comme il dit, mais moi, dans le fond, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, écoute, viens donc. Euh, et du coup, bah voilà, ce qui est merveilleux, c'est que quand on fait un métier qui a du sens, enfin un projet qui a fait du sens, et c'est ça qui est chouette pour moi, ben, d'autres gens s'agrègent à ce projet parce que ils ont envie de ça. Et rapidement, on rencontre Jules pour Objectif Zéro Plastique, euh, qui lui aussi, je me rappelle les premiers emails, il voulait faire une phase du plastique et il voit que ça existe déjà, donc ils veulent voir si s'ils peuvent s'intégrer au projet. Et évidemment, on a envie de les intégrer, et évidemment, c'est des gens intelligents, donc on trouve rapidement un terrain d'entente et un modus vivendi qui nous va bien et qui nous fait progresser. Et voilà, et l'affaire est lancée. Et du coup, moi, je démissionne de mon job chez la nature parce que, dans le fond, j'ai plus envie que de faire ça. J'aime bien dire, le matin, en mai 2022, peu de temps avant que je démissionne, le matin quand je me lève, je me dis, mais il n'y a que ça que j'ai envie de faire. Et le sens, c'est je veux pas que mes enfants, dans 30 ans, me fusillent en me disant, mais à quoi vous pensiez à l'époque? Et quand je pense 30 ans, maintenant, quand je pense 30 ans, je vois pas pourquoi je me donne autant de temps. Mais c'était vraiment ma pensée à ce moment-là. Contribuer à faire quelque chose. Et, et je vais redire ce que j'ai dit avant. Je pense avoir fait des projets de R&D brillants, aussi bien pour ma thèse que pendant ma carrière chez Danone, mais ça n'a rien changé. Enfin, c'est pas que ça n'a rien changé, vous me comprenez. Je pense avoir un impact bien plus fort avec la façon du plastique sur ce point précis qui est la transformation de la trajectoire de l'humanité sur la consommation de plastique. Ouais, c'est sûr, c'est clair. De toute façon, c'est ça. L'objectif, moi, je me dis qu'en tant que scientifique, et ou ayant une pensée scientifique ou une envie de communiquer, je pense qu'il est important que si on arrive, on est en capacité de nous de l'assimiler, il faut qu'on arrive à le transmettre au plus grand nombre. Et notamment parce que pour éviter des dérapages, éviter aussi d'actions de On ne veut pas lobbyistes. comme le méchant. On veut pas comme le méchant dans James Bond qui est enfermé dans sa tour d'ivoire et qui fait C'est des ça. expériences cruelles sur les gens et les animaux ou ce que vous voulez. Non, bien sûr, la science, le raisonnement de la science, enfin, l'action raisonnée de la science, la capacité de la science à apporter du raisonnable dans ce monde est important et nécessaire. Et j'aimerais bien le souligner, là, au moment où on se parle, en mars 2025, accrochons-nous, continuons de raccrocher au fait que la science fasse progresser la société. Je pense qu'il y a assez d'obscurantisme, si je puis dire, qui s'installe autour de nous en ce moment pour rappeler que la vocation de scientifique, c'est d'éclairer le monde. Ouais, et je rebondis sur le mot obscurantisme parce que moi j'ai l'impression que maintenant, clairement, peut-être on va rentrer dans un autre débat, mais on clôturera rapidement là-dessus si tu veux bien. Mais l'idée de, moi j'ai plus peur du nouveau obscurantisme que de l'obscurantisme. Tu vois, le nouveau obscurantisme, ça veut dire je sais des chiffres, je sais des choses, je vais te le dire, il faut que tu crois à ma pensée unique. Et ça, je l'accepte pas, tu vois. Moi, en tant que scientifique, je peux pas l'accepter, ça. Je peux pas l'accepter de me dire, bah maintenant, il y a une vision commune du monde, tout le monde doit avoir cette vision. Voilà. La vision, c'est la viande, c'est mal, euh, les produits bio, c'est bien. Demain, on va te dire les produits bio, c'est mal, la viande, c'est mieux. Après, on va dire, ah, bah, le diesel, c'est mal, l'électrique, c'est mieux. Un jour, on va te dire l'électrique, c'est bien, le Du coup, diesel. pour revenir Tu à vois? la peu faire ça de tout ça, la méthode scientifique, c'est justement, et on va citer Descartes, ne pas prendre les choses pour vraies, que je la connaisse pour juste. Euh, la méthode scientifique, c'est ça, c'est arriver à comprendre, arriver à se faire soi-même une opinion. Et c'est ça qu'on veut avec la fresque. Et si vous m'avez déjà vu en animation, je vais essayer de vous dire, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de sortir de cet atelier en ayant les moyens de faire votre propre opinion. Exactement. 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 Moi, je te rejoins. 100%. J'ai même pas 2 mots à ajouter. Du coup, je vais passer à te poser la question sur le déroulé de la fresque. Comment vous avez, alors, effectivement, tu m'as déjà donné des brides parce que vous avez déjà écrit un document qui vous a permis de vous appuyer pour la construction de la fresque. Mais néanmoins, je vais la poser quand même. Comment ça vous est venu finalement de proposer la fresque dans une mécanique de cycle de vie du matériau? Parce que vraiment, il y a une approche sourcing, une approche compréhension du matériau, développement du matériau, création du matériau, phase de recyclage finalement du matériau, tout le process du recyclage, fin de vie, réinjecter
ce qu'on peut réinjecter. Réinjecter Mhm. en phase de sourcing. Et puis, les approches, effectivement, difficulté de fermer la boucle dans une approche plutôt de recyclabilité et impact sur nos sociétés, le monde, notre santé, la planète. Bon, je le dis parce que je l'anime, donc c'est vrai que j'ai déjà. Mais comment c'est venu cette démarche? Paf, Je, paf, ces blocs. je sais vraiment pas quoi dire. C'était naturel, normal. On a juste déroulé les choses. Et dans le fond, quand tu racontes une histoire, eh ben, il faut que ça commence par exister une fois, et puis que ça finisse par être vécu heureux et heureux de nombreux enfants. Donc, on peut pas aborder toutes les notions à la fois. Il faut les séquencer. Et quelle séquence plus logique que de suivre le parcours de on le produit, on le transforme, on l'utilise, on arrête de l'utiliser. On se demande bien quoi en faire une fois qu'on a arrêté de l'utiliser. Et arrivé à ce niveau-là, ben, on devrait se regarder en arrière et te dire ben, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour le faire. Donc je m'excuse, j'ai vraiment pas de bonne réponse, si ce n'est de dire que ben, l'objectif d'une fresque, c'est de pouvoir transmettre un message de A à Z, on va dire, que les gens arrivent à retrouver sans qu'on fasse rien. Et j'ai encore fait une animation ce matin, et je suis toujours épaté de voir à quel point, autant j'aime participer, mais autant je peux aussi bien lâcher complètement les rênes, et l'histoire déroule d'elle-même. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'autoportabilité de l'atelier. Euh, on a choisi le truc le plus simple, je serais tenté de dire l'approche la plus simple pour que quiconque arrive à comprendre. Mais je dirais, ce qui est agréable avec le sujet du plastique, c'est que on utilise tous les jours plein. Donc dans le fond, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. Vous le savez bien parce que vous le faites. Alors évidemment, pas forcément produire du plastique, mais dans le fond, c'est pas la partie la plus importante. Enfin, c'est pas très compliqué d'expliquer comment on produit du plastique. Et dans le fond, la fresque n'a pas la prétention d'aller très loin dans les détails de ce niveau-là. Euh, on va se baser sur votre expérience, sur l'expérience quotidienne de ça, et dans le fond, ça fait de vous des experts, et se baser sur cette expertise-là, ça facilite tellement l'apprentissage. Parce que du coup, on arrive peut-être maintenant sur une partie importante, et je pense aussi déjà intéressant de discuter avec toi, ce que je découvre avec les fresques, en faisant cette première fresque, et j'ai travaillé à la création d'autres depuis, c'est une méthode de facilitation d'apprentissage. Je dis avec beaucoup de prétention, mais participer à la fresque du plastique, c'est au moins une semaine de cours à suivre. Et encore, je ne crois pas que tu aies de programme scolaire, de master ou de quoi qui arrive à te remettre ça en une seule semaine. Évidemment, on ne va pas dans un niveau de détail. Je pense qu'en termes de ce qu'il en reste, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on arrive à transférer comme info et comme infos qui sont retenues dans un temps aussi concentré. Et c'est là où le chercheur qui sommeille en moi, enfin qui est en moi, se réveille à nouveau. Dans le fond, partant de sujets de recherche sur comment recycler mieux le plastique, j'arrive sur un sujet de recherche à comment est-ce qu'on transmet mieux le savoir et comment est-ce qu'on donne mieux ce savoir. Pour l'instant, j'ai des petits éléments de réponse qui sont dans la tête. C'est un peu un rêve sur le long terme pour moi de réfléchir mieux à comprendre ce qui marche bien dans le cas des fresques. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une méthode universelle pour faire une bonne fresque? Donc ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Maintenant, voilà, c'est mon nouveau sujet de recherche. Ben, c'est clair. C'est clair, l'ingénierie de la pédagogie, c'est un Ouais. gros métier et c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment on communique, comment on joue sur tous ces biais cognitifs qui nous constituent, nous, êtres humains, pour pouvoir assimiler le maximum d'informations. Et je te rejoins complètement sur le fait que, en fait, moi, ce que j'aime dans la mécanique des fresques, c'est que moi, je sais pas si ça t'a fait la même chose, si te baratiner sur le fait de te dire ah oui mais il faut vulgariser, il faut mettre des mots très simples, très simples, très simples. Bah en fait moi dans la fresque du plastique, on utilise des mots techniques, mais en fait on appelle un chat tout simplement en réalité parce que c'est sa définition. Ce que je Et l'appelle autrement qu'un chat, ça que j'appelle autrement qu'un chat, dans le fond, c'est plus compliqué de se comprendre. Du coup, exactement. alors, je te remercie pour cette question, j'adore. Effectivement, quand j'étais chez Danone, c'est clair que mes chefs exigeaient de moi que j'expurge mes présentations de tous les mots qui étaient un peu compliqués. Il fallait que je dise avec un peu de 50 mots des réalités très complexes. Et forcément, ça dépend, ça dépasse. Donc, c'était pas possible de dire des choses simples. Et puis, quand je découvre les fresques, j'ai cette révélation de dire, eh ben voilà, on se donne un moment, on se donne 3 heures, on va aller dans le fond des choses, dans la moitié du fond des choses, si vous voulez me permettre de dire ça. Euh, et on va utiliser des mots compliqués, mais on les explique en donnant un contexte ou en donnant par du paraverbal, qui vont des images, qui vont donner à penser et donner à comprendre. Et on fait feu de tout bois. On fait feu, tu as utilisé très justement le mot biais. Il y a des biais positifs. Et les biais positifs, c'est aussi, bah, je vois d'autres gens autour de la table, ils sont d'accord, ils partagent, ils valident ces informations, donc je l'apprends plus facilement. Il y a toute une mécanique de choses écrites et non écrites, et dessinées et paraverbales, qui viennent renforcer ce truc-là et qui fait que ça marche bien, et qui fait que ça marge bien, et que dans le fond, non seulement ça marche bien, mais en plus, ça marche sans que l'animateur ne fasse rien. Les gens sont ravis d'apprendre et d'aller dans ce truc-là.
Alors oui, on peut rétorquer qu'on touche effectivement une cible de gens qui en général sont sensibilisés à la chose, mais dans le fond, je commence à en avoir vu comme des gens, et dans le lot, il y a aussi des gens qui sont pas à la base aussi intéressés, ou à la base pas aussi enclins à adhérer au discours qu'on donne dans la fresque. Et ça, c'est vraiment une belle victoire. Et dans le fond, j'aimerais bien faire encore des tas d'ateliers de fraises parce que je suis toujours friand de comprendre la mécanique de ce qu'on fait. Donc, je vais faire un petit coucou. En 2024, j'ai aidé une association Bourgogne, insertion l'activité économique. Et on a créé ensemble, j'ai aidé à créer la fresque de l'insertion par l'activité économique. Et c'était vraiment très intéressant parce que du coup, bah, on a ensemble réfléchi à quelles sont les étapes, quels sont les messages clés à passer et comment reconstruire. Donc ça reste, c'est mon objet de recherche. Je fais pas d'infidélité, la fresque de plastique n'était pas. Euh, mais ça reste mon objet de une de mes passions, d'arriver à comprendre ce qui se joue et comment on améliore et on miniaturise, on va dire, la quantité d'infos à apporter pour maximiser le résultat de ce qui est retenu et appris par les personnes. Effectivement. Et c'est vrai que là, tu as cité une autre fresque, et en fait, moi, je vais même toutes les citer, parce qu'on comprend que euh, chaque fresque va dans le fond ou dans le demi-fond, pour te reprendre, euh, d'une idée. Alors, c'est pas parce qu'on va dans le demi-fond qu'elle n'est pas complète. Elle te donne quand même assez d'éléments pour que tu puisses avoir une opinion et définir ta propre opinion, parce que le rôle d'un facilitateur, c'est pas un rôle descendant, c'est un rôle d'intelligence collective. C'est de faciliter l'apprentissage, mais à la fin, il faut que tu sortes avec ton idée. C'est ton idée. Ne, C'est so- ne, pas so- ne, sois pas, ne soyez pas choqués par le mot de demi-fond. On est d'accord qu'en 3 heures, je ne peux pas vous transformer en docteur en ci ou ça. évidemment, C'est pas évidemment. l'objectif. Et je vais dire un truc, une blague. Le demi-fond, il y a aussi des gens qui font la course au demi-fond. J'en suis. C'est aussi ça tout autant ça tout autant ses lettres de noblesse que le fond. Voilà, les kilomètres, c'est aussi intéressant que le marathon. C'est un Euh, milestone, c'est un milestone, c'est un bon milestone, c'est un step. Tu vois, c'est ton jalon, tu l'as fait et c'est très bien. Non, mais c'est trop cool. Mais c'est vrai que pour reprendre ça, c'est vrai que on se retrouve avec des fresques, par exemple, bah, en citant par exemple la fresque du textile. C'est intéressant, par exemple, que quand on a fait la fresque du plastique, si on veut comprendre beaucoup plus l'impact des plastiques dans le monde du textile, la fresque du textile, c'est une bonne approche encore. Il y a d'autres choses, l'économie circulaire, le climat aussi. Le climat, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble. En fait, on a fait un constat sur le climat, mais finalement, quels sont tous les propriétés, je vais reprendre une terminologie plutôt scientifique, toutes les propriétés qui ont varié, qui ont fait changer ce climat. Et là, en fait, toutes les fresques découlent finalement de là. On va un peu plus loin dans cette thématique, un peu plus loin dans une autre, et ainsi de suite. Et finalement, on crée un réseau d'intelligence collective où on est capable de remonter le niveau de la population, le niveau moyen de la population, à un niveau plus au-dessus pour mieux communiquer et surtout ne pas se faire avoir par des moyens de l'expression, mais ne pas se faire avoir par des gens qui n'ont une vision que de l'argent. Et Simpliste. c'est dommage. En tout cas, simpliste de tout ça. Je me retrouve parfaitement dans cet humanisme. Euh, c'est clairement l'humanisme et je me retrouve parfaitement et j'espère vrai, je juge, j'espère vrai dans ce sens-là. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, écoute, c'est vraiment pas mal comment la fresque s'est construite, comment, enfin, finalement, les fresques, parce qu'on a parlé aussi des fresques. Les fresques, hein, parce que là, vraiment, il faut vraiment le dire avec une infinie modestie. Ouais, ouais. On doit beaucoup à nos grandes sœurs. On doit beaucoup à nos grandes sœurs. Tu as fait la phrase du climat et la phrase de l'économie circulaire, je suis bien d'accord, qui ont pavé le chemin pour que de nouvelles arrivent. Mm, On a surfé très agréablement une vague qui avait déjà été créée et chapeau à ceux qui ont été les premiers et qui ont défriché ce terrain. mm. Ouais, c'est super, c'est super, c'est super. Du coup, alors, dans tout ça, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour la fresque? Du plastique, du plastique. Oui, 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 oui. Je parle de très, très modestement de ce que je suis capable d'influer, sur lequel je suis capable d'influer moi. La suite pour la première chose, c'est que, comme tout créateur, notre principale joie, c'est de voir que notre œuvre nous dépasse. Euh, C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui la prennent et en main et qui l'interprètent à leur manière, comme une symphonie, hein, trouvent leur compte. Et dans le fond, mon plus grand plaisir, c'est qu'il y a des gens qui m'appellent du Cambodge, de l'île Maurice, salut aux animatrices de l'île Maurice, euh, d'Amérique du Nord, partout, enfin partout, on s'entend. Donc ça, c'est l'aspect universel, hein, et très intéressant et très important. Parce que dans le fond, j'aime bien dire, si on avait une baguette magique et qu'on avait à régler tout le problème du plastique en France, on n'aurait pour ainsi dire rien fait. Donc le principal enjeu, c'est associé. Donc il y a ça, j'ai pas parlé de l'Afrique aussi, un bisou à Evrard. Euh,
et à Anas. On essaimait partout où c'est nécessaire, mais ça nécessite du coup d'avoir des niveaux de jeu différents. Et là, du coup, je vais redire un grand merci à nos grandes sœurs les fresques. Même s'il y a un modèle, il n'y a pas un modèle unique et monolithique de ce qu'il faut faire. On garde, et quand on a la chance d'avoir créé, on va dire le fruit d'avoir créé soi-même un atelier et créé une association, c'est qu'on a pu mettre un peu ce qu'on voulait dans le berceau de tout ça, et que eh ben, l'association, elle ressemble un peu à ce qu'on a envie de faire. Dans notre cas, nous, on a envie de faire une association qui agrège et invite d'autres gens à voir les choses avec une réalité très claire qu'il faut qu'on s'adapte aux réalités des différentes versions. Donc, c'est des différentes visions du monde, des différents endroits où on le fait, et du coup, travailler sur le versionnel. Et ça, du coup, c'est un maelstrom sans fin, parce que avoir différentes versions, c'est beaucoup de complexité, beaucoup de tracas à gérer au quotidien, mais dans le fond, c'est aller au plus proche des autres. On continue à travailler, enfin, on travaille, un des gros enjeux pour l'association, c'est réfléchir à comment entretenir, comment définir le nombre de versions qui est raisonnable de savoir entretenir, sachant qu'on fait ça bénévolement, hein. J'aime bien dire que je passe à peu près 2 jours par semaine de temps bénévole, moi, sur l'association. C'est déjà énorme. Je peux pas, j'aimerais pouvoir passer 7, mais malgré tout, je reste un être humain fait de chair et enfin, vous voyez, dans le pack d'amour et de plastique. Euh, donc, comment on entretient ces versions, comment on crée des nouveaux étageages. Et du coup, là, les envies, effectivement, c'est créer à la fois des versions plus simples pour les enfants, on a déjà fait, mais une des prochaines versions, c'est une version, on va dire, collège ou adulte, mais qui sont pas forcément francophones de base, pour démocratiser encore plus l'accès à ce jeu, à l'atelier, à l'intelligence collective. Et ce mot que tu as dit est très important. Après, on va faire des explorations, on va faire des excursions hors du format fresque. Typiquement, il y a un salut à Bruno Lerust aussi, qui est une personne qui a rejoint rapidement l'association, qui a fait un atelier en format quiz. Donc, comment on fait des quiz pour attirer plus des gens et rendre le format plus dynamique, mais qui reste comme un débat et qui reste comme un moment où on s'interroge collectivement sur un sujet. Donc, c'est cette exploration-là, enfin, l'exploration, et ça, c'est né des envies, bien sûr, mais aussi des rencontres. C'est-à-dire des gens viennent nous voir en disant, moi, j'ai envie de faire ça, et donc, on dit, bah, merde, c'est une trop bonne idée, pourquoi on l'a pas eu jusque-là? Mais c'est bien simple, on peut pas, enfin, je veux dire, on est petit et humble, et on est ouvert à des tas de gens qui ont des tas d'activités, et il y a des tas d'autres fresques qui existent, avec des tas d'autres expériences, donc il y a des tas d'autres parcours, et du coup, bah, on a envie de croiser, de recombiner les expériences des uns et des autres. En tout cas, ce mouvement humaniste pardon, de fresques et de création de fresques, il génère quelque chose. Il génère quelque chose, il génère quelque chose de nouveau, de positif, de vertueux, mais il génère quelque chose qui, pour l'instant, reste un peu trop confiné au monde des fresques. Et dans le fond, une des choses que je dirais aussi un message important, et là, je vais parler à mon jeu, et pas forcément de l'association, euh, il s'inscrit en porte-à-faux avec un moment politique qui est un peu dramatique en ce moment au niveau de la planète, sur un peu un repliement sur soi, c'est pas un peu, hein, sur un fort repliement sur soi et un fort manque de solidarité, là où typiquement avec les fresques, on a envie d'énormément de solidarité parce qu'on sait qu'on s'en sortira, si on s'en sort, c'est que ensemble. Donc c'est pas en se refermant sur soi qu'on arrive à régler des problèmes climatiques, des problèmes à l'échelle de la planète, c'est en travaillant ensemble et en acceptant la différence. Et en acceptant le fait que bah, on est peut-être un peu mieux lotis en ce moment en France parce qu'on vit dans un climat tempéré et qu'on a peut-être un peu moins de plastique dans notre environnement que d'autres gens. Mais dans le fond, on l'a pas choisi. Enfin, ou plus précisément, on n'a rien fait pour avoir cette chance. Euh, donc, comment s'inscrire dans un moment, comment retranscrire ce message, retranscrire dans la société le besoin qui est criant quand on fait des fresques et qu'on voit les participants des fresques de remettre l'écologie et au-delà de l'écologie, le besoin de créer un modèle pour demain, pour l'avenir de notre société, euh, qui rassemble les énergies de tous les gens qu'on voit quand on fait des fresques autour de la télé des fresques, hein, et qu'on ne voit pas dans l'offre, je vais pas dire politique si vous voulez, mais Hmm. en tout cas dans l'offre de modèle de société qu'on nous propose en ce moment. Donc ça, Je c'est vraiment comprends le très bien. rêve. Ouais. Ça, c'est vraiment le rêve à plus long terme. Euh, Participer à la transformation de la société, parce que dans le fond, sur le plastique, on arrive quand même facilement à cette conclusion que c'est pas tellement un enjeu d'améliorer les technologies de recyclage, mais plus d'arriver à transformer la manière dont on organise notre société. Participer à comment on passe à ce niveau-là, à ce grand supérieur, de participer aux nécessaires besoins de transformation de nos sociétés pour créer le monde de demain et le monde dans lequel mes enfants vivront, tes enfants vivront, dans le monde qui c'est pas, j'aime pas dire crise, hein, mais qui passera ce cap, qui passera ce cap qui est nécessaire de passer en ce moment. Et pour dire ça, j'aime beaucoup cette métaphore,
on ne sait pas où on est et on ne sait pas où on va aller par rapport à ce qu'il faut changer. J'adore cette métaphore, penser à quoi ressemblaient les épidémies de grande peste au Moyen Âge. Les gens ne savaient pas ce que c'était un microbe, et j'avais aucune idée de ce que c'était ça. Donc comment ils ont pu imaginer traverser ces grandes épidémies de peste? Et c'est clair que tout et n'importe quoi a été fait comme manière donc, de manière d'essayer de traverser ça. Il est très probable qu'on n'ait aucune idée de à quoi ressemblera la société une fois qu'on aura traversé cette crise. Il est très probable qu'elle ne ressemble à rien, ou rien, non. Il y a des fondamentaux. On sera des papas et des mamans, ça c'est certain, et des enfants. Mais il faut aussi beaucoup d'humilité et beaucoup de courage pour s'embarquer dans cette grande transformation de la société. En tout cas, moi, c'est clairement ça que j'ai envie de faire. Et c'est clairement ce qu'on essaye d'arroser avec l'association. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins sur ces mots qui sont très forts. Bon, franchement, c'est des mots très forts. Je me suis tu et je t'ai écouté parce que c'est des mots très forts que tu viens de dire. Je reprends. Alors, j'ai capté quelques brides que j'aimerais discuter là-dessus, et notamment le fait que tu mets vraiment en avant le fait de d'être au plus proche des populations. Et moi, je le défends vraiment ça. Si on veut défendre une économie, une nouvelle économie, une économie circulaire, finalement, je dis l'économie circulaire parce que comme si on a redécouvert, enfin, une nouvelle invention. Mais en fait, on a juste redécouvert l'eau chaude, les gars. En fait, l'économie circulaire, ça existe depuis les nuits des temps. C'est nous que, c'est nous qu'on a un peu tout cassé, on va dire ça comme ça. Mais je comprends vraiment cette mécanique de se mettre au plus proche des gens pour designer au plus proche de besoins des sociétés parce que nous sommes des femmes et des hommes avec des cultures différentes, une histoire différente et finalement une vision différente de nos sociétés. Et c'est important effectivement que ces outils, comme les fresques, s'adaptent finalement en société pour répondre à la même problématique, mais qui n'est pas abordée de la même manière selon les sociétés. Donc ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Il faut pas sous-estimer le commun aussi qu'il y a entre nous. Je Oui, voudrais oui, oui, aussi oui, j'entends. rappeler. Il faut ni la différence, ni sous-estimer le commun qui nous rassemble aussi. On mange tous les jours, plusieurs fois par jour, on dort toutes les nuits, ci ou ça. Ce qui fait de nous des égaux. Cette égalité, elle est rompue par le sort, hein, le fait qu'on naisse à un endroit ou à un autre, dans un corps plutôt qu'un autre. Voilà, il me semble que c'est une belle idée de dire qu'on peut essayer de s'unir et de transformer. En tout cas, on va avoir besoin de s'unir pour transformer la Ouais, société dans laquelle on je vit. suis d'accord, je suis d'accord. C'était pas mon propos de dire que tu n'étais pas là, mais je voudrais aussi souligner le commun. Je voudrais avant tout souligner Exactement, le t'as commun. raison. Ben, c'est ça que j'allais te dire. C'est vraiment pas mon idée de me dire qu'on est tous différents. C'est juste qu'effectivement, nos sociétés sont différentes et quand même, on a des biais différents. Et Bien l'objectif sûr. des fresques Ça, oui. aussi, Et ça, oui, là, tu remets le mot biais et je te remercie de le redire, c'est le mot juste. Effectivement, les biais, c'est pas forcément négatif. Comment on utilise ces différents biais c'est pour, ça. comme levier, comme nudge, si je Oui, peux utiliser cet anglicisme, comme nudge pour pousser la transformation. Et à nouveau une grosse bise à Évrard. Bon, la rencontre avec Évrard a été, et merci à Yann qui nous a permis de faire ça, ça a été un grand révélateur pour nous de la manière, de la voie qu'on a envie de tracer. ouais, c'est clair. Bah écoute, c'est génial. Moi, c'est génial. Je trouve ça génial. De toute façon, tout cet élan, cet élan d'énergie de bénévole, parce qu'en fait, on le fait vraiment par passion. Et finalement, est-ce qu'on est vraiment bénévole quand on fait pas les choses par passion, façon de parler? Tu vois, on est animé, c'est notre être. Tu vois, c'est nous, c'est comme ça. On peut pas fonctionner différemment que ça. Voilà. Donc, on est bénévole par rapport à une activité qui est non rémunérée. C'est ça, finalement, le mot bénévole, de certaine manière. Mais quand on est habité par cette passion de faire ces choses-là, les choses sont toujours différentes comme approche. Et les choses s'alignent. C'est-à-dire, il faut redéfinir ses priorités. Moi, je me rappelle, il y a un ami, Serge Badcab, si un jour tu écoutes ça, Serge, qui me dit, mais comment tu as eu la folie de faire ça? Et je lui ai répondu, mais je vois pas comment j'aurais pu la folie de pas le faire. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Eh oui, eh oui. C'est le fameux est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est la même chose. C'est une histoire de perception, Mm, mm, mm. effectivement. Bah écoute, c'est génial tout ça. Moi, je pourrais te retenir tes heures, Philippe. Je pourrais te retenir des heures et parler de ça. En tout cas, c'est super cool moi, c'est super cool cette approche de fresque et tout ça. Quels sont les grands événements qui arrivent là, sur la fresque là, qui va arriver, des grands événements, des choses que tu peux nous teaser? Quels sont les grands événements? Des choses privées, des choses publiques, je m'excuse pour ça, mais l'assaut, c'est comme une des caractéristiques de l'assaut, c'est qu'on est très dispersé. Donc, un des éléments clés de l'assaut, c'est le week-end où on se réunit, une fois par an, on se réunit. C'est le 26-27 avril, là. On va se réunir pour se renforcer, se serrer les coudes et se dire qu'on se connaît, qu'on s'aime,
et qu'on est surtout très content de participer à cette aventure ensemble. Ça, c'est un élément important. Euh, Après, l'asso, et si on regarde un peu dans le rétroviseur, l'asso, elle a aussi trouvé ses marques en 2024 par rapport à une chose qui est participer alors pas participer négation, mais gravité, on va dire, dans la, comment dire, autour des sessions de négociation sur le futur traité international, je touche du bois, sur le futur traité international intergouvernemental contre la pollution plastique. C'est une fois de plus grâce à la rencontre avec Jules, qui pour la première fois a été fin 2023 à la session de négociation de Nairobi, a commencé à faire des fresques là, puis il nous a dit, mais dans le fond, il faut que vous veniez avec nous. Donc Eva et Manon ont été à Ottawa, puis à Busan aux sessions suivantes. Et du coup, on a appris récemment que la prochaine session, c'est à Genève en août. Et donc ça, c'est quand même une chance géniale, parce que bah, c'est quand même beaucoup plus proche pour nous, et qu'on est quand même beaucoup dans l'association à être en France, mais aussi en Suisse. Et un petit coucou à Flavie, à Gabriel, à Laura, à Dimitrios et à Adriana de l'association suisse. C'est aussi un coup de projecteur génial, génial pour eux et pour nous. Et ça va faire que plutôt que d'envoyer 3 ou 4 animateurs, on va aussi pouvoir envoyer des animateurs autour pour faire vivre les événements sociaux autour et typiquement organiser des fresques dans les bars à Genève pendant le négo pour aller vraiment aussi vers la population, puisque là, on n'aura pas le biais de la distance, pas le biais de la langue, pas le biais et plein de gens qui ont envie de se lancer dans ce truc-là à ce moment-là. Donc, ça, c'est sûr que c'est un grand moment et que du coup, sur le chemin pour y arriver, on a envie de faire, on a envie de préparer ça bien. Euh, mais aussi, grâce à cette expérience, on s'est vu et je vous invite à enfin, écouter Eva parler de ça. Eva a fait d'excellents, Eva et toute l'équipe, mais c'est Eva qui a quand même vraiment porté ça, fait d'excellents podcasts avant et après la négociation à Busan pour vraiment expliquer de l'intérieur comment ça se passe. Et je peux vous dire que, et on a parlé, je l'ai vu hier soir, on en a parlé hier soir, c'était tellement plus intéressant de voir leur point de vue de comment ça se passe, parce que de l'extérieur, quand on écoute les médias, on parlait de lobby, on a parlé de choses, mais là, on a vraiment le point de vue de quelqu'un qui est à l'intérieur, quelqu'un qui est à l'intérieur, et quelqu'un qui a été parlé à une cinquantaine de délégations, et quelqu'un à qui on a dit, ah bah, c'est génial que des gens comme vous viennent faire ça gratuitement, bénévolement. Donc quelqu'un qui va apporter un son de cloche vraiment de l'intérieur. Et quand on a fait ça, on a vu à quel point on avait un discours très intéressant, et à quel point c'était bon pour la fresque, ça a attiré du monde, et je vous cache pas que c'est aussi ça notre besoin, enfin, c'est aussi ça notre manière d'opérer, parce qu'on avait créé un contenu original, bienveillant, constructif, et quelque part, ça nous ouvre les yeux sur le fait que bah, on peut faire ça. Et il y a une question, on a eu plein d'hypothèses sur les fresques, mais il y a aussi une question du moment des fresques, il y a aussi un peu une saturation de l'espace médiatique avec les fresques. C'est normal, et dans le fond, le fait qu'il y en ait plein, c'est une chouette chose, mais forcément, du coup, ça découpe le gâteau en plus petites parts. Euh, Ben voilà, on a envie de continuer à briller, on a envie de continuer à briller, on a envie de continuer à illuminer et à envoyer des messages et des nouvelles formes de messages, à aller parler à de nouvelles personnes, des nouvelles strates dans la population, si je peux dire les choses comme ça, en termes d'étageage. On va parler ici d'étageage en termes de technique de genre, mais des nouveaux formats, des nouveaux messages, et dans le fond de capitaliser sur la sympathie qu'on a déjà pu avoir, et au-delà de la sympathie, même si c'est important, aussi le plaisir qu'on découvre à faire. Et pour tous ceux qui sont animateurs de la face du plastique, vous vous rappelez qu'une des règles de base de l'utilisation, c'est respecter le plaisir à travailler ensemble. Ce qui est merveilleux là-dedans aussi, c'est que non seulement on est mu par une envie de transformer les choses, pour avoir un futur plus juste, mais on est aussi mu par le plaisir qu'on a à faire cette chose-là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche vraiment à conserver. Donc on va essayer de continuer à naviguer avec ce plaisir aussi de rencontrer des gens toujours partout, au Japon, je pense au Japon, à l'Indonésie, à l'Afrique toujours. Moi, j'adore ces rencontres. L'Italie, je aussi un salut à Lorenzo qui vient d'animer pour la première fois une fresque en italien en Italie. Voilà, aller à la rencontre de tout un tas de gens qui partagent ce bien commun qui est l'espoir dans le futur. C'est clair. Et c'est le plus précieux. Pour moi, c'est le plus précieux. Parce que Je crois sans que oui, espoir, on fait rien. je Ouais. crois que oui, et je reviens sur les épisodes de Grande Peste dans le passé. Les gens qui ont survécu, c'est ceux qui avaient envie de survivre. Hmm. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah écoute, c'est génial. On est. Et, Oh, dis-moi. et moi, j'ai une pensée pour mes enfants. Je vais peut-être finir comme ça, Oui, je t'en prie, vas-y, Philippe, pour mes dis-moi tout. enfants. Je me suis présenté en disant que je n'avais pas de jeu et que c'était important parce que ça me définissait. De tout temps, les enfants ont été la solution de nos problèmes. Oui,
Oui, Donc, j'élève mes enfants en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour les préparer au monde auquel ils vont avoir affaire? Évidemment, c'est très anxiogène, parce que l'éco-anxiété est importante, mais en même temps, quand je les vois grandir et quand je les vois s'épanouir et avoir des idées nouvelles et différentes, je me dis qu'il faut s'accrocher et qu'on va y arriver. exactement. Une perception différente. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de ça. C'est comment on génère des nouvelles perceptions pour construire le futur de Pour demain. avoir des nouvelles solutions, avoir des nouvelles Exactement. solutions. Exactement. Bon, bah, c'est génial, c'est parfait. Parce que j'allais te poser la question, quel est le conseil que tu peux donner pour les générations suivantes, mais tu me l'as déjà dit finalement. Mais si N'ayez tu veux pas le peur. reciter, tu peux. Non, 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 alors je vais dire autre chose, je vais citer quelque chose que vous allez être surpris, Jean-Paul II, le N'ayez pas peur de Jean-Paul II, j'aimerais le redire moi aussi. Euh, on n'a pas d'autre choix que de s'en sortir, donc on va s'en sortir. C'est clair. C'est clair. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Bah, on arrive presque à la fin de l'épisode de Romain Matériaux. Bah, tu vois comme quoi, c'est passé 1 heure, chut, comme un train. Comme un TGV. Donc, du coup, que c'est passé. Euh, bah, tu vas pas y échapper. Tu vas pas y échapper. Je vais te poser la question signature de Dromien Matériaux que je pose à chaque invité qui vient. Et je vais te la poser. Philippe, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? J'ai aucun doute sur le sujet, et c'est probablement aussi un teaser pour une suite possible de cette conversation. J'ai eu la chance de faire pendant ma thèse, un polymère qui était autoréparant, et autoréparant à température ambiante. Donc je fais partie des rares personnes qui, sur cette planète, ont construit de leurs mains et de leur cerveau, parce que c'est la chimie, un matériau qui s'autorépare en l'espace de quelques secondes quand on recolle l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on prend deux morceaux, on les remet l'un sur l'autre. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré pouvoir cette démo en live pendant ma soutenance de thèse, aussi bien que j'ai adoré le moment où je découvre ça au labo. Je me rappelle bien, je prépare la manip, je la pose, je retourne m'asseoir et je dis, bon, je regarde demain si c'est recollé. Et je m'assois à mon bureau et je me dis, mais dans le fond, ce serait quand même con que ce soit déjà recollé et que t'attendes que demain matin pour le vérifier. Et j'y vais, et ça a été recollé. Et en fait, la chimie était extrêmement casse-pied. Mais la chimie que j'avais développée dans la thèse, ou que Jean-Marie m'a fait développer dans la thèse pour dire les choses plus raisonnablement, me permet cette réparation en l'espace de quelques secondes. Plus tard, et c'est quand j'ai croisé, quand Eva est arrivée chez Danone, je l'ai fait travailler sur les matériaux autoréparants dans le packaging. C'était vraiment très conceptuel à ce moment-là, mais on a fait un tabac. Ça, c'est grâce à Renaud Nicolai, un professeur à l'ESPCI à Paris, qui nous avait recontacté sur ce sujet-là. Donc, si j'étais un matériau, je serais un plastique autoréparant, parce que je pense que il y a un futur pour le plastique dans cet univers, mais très différent de ce qu'on connaît actuellement. Je vous rappelle la phrase, plastique qu'on n'ont pas été pensés pour être recyclés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire penser un plastique pour qu'il soit parfaitement recyclable? Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on ait pas besoin, qu'on ait le besoin ça veut dire une première chose, c'est qu'on ait besoin de recycler le plus tard possible. Et l'autoréparation, le fait d'injecter dans un polymère des liaisons qui soient réversibles, est à la fois quelque chose qui facilite son recyclage, ou faciliterait son recyclage, en tout cas c'est ce qu'on peut extrapoler de ce qu'on voit avec le polyester, et quelque chose qui donnerait une propriété qu'on ne connaît pas encore à l'échelle de la matière actuellement, des emballages qui pourraient durer 300, 3000 cycles, parce que leur matière se fatiguerait beaucoup moins vite. Donc tout ça, c'est des rêves, hein. Ça, c'est des sujets que j'essaye d'instiller. Je vous rappelle cette idée de réenchanter le plastique, hein, qui est à la base de tout ça. La chose à dire, c'est que si j'étais ce matériau, il n'y aurait pas beaucoup de moi. Je serais très petit, parce que cette qualité-là, ça va aussi de pair avec le fait que ben, on en donne très très peu, et finalement, on aura aussi beaucoup réduit le robinet, fermé le robinet, pardon. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Les êtres uniques pour des actions uniques, et t'en es la preuve. Merci. Écoute, je t'en prie, c'est dit avec du cœur, Philippe. C'est dit avec du cœur, sincèrement. Philippe, si on doit te rejoindre sur les réseaux sociaux, quel est le canal où tu es le plus actif pour pouvoir te joindre, te suivre et Alors, vouloir travailler avec toi? De loin, c'est LinkedIn. De très loin, c'est LinkedIn. J'ai 46 ans, donc je suis un peu daté sur certaines choses. Euh, voilà, très loin, c'est LinkedIn. Après, vous pouvez trouver la fresque. Vous pouvez nous écrire à contact la fresque du plastique. C'est moi qui réponds, qui ai le plaisir de continuer à répondre à cette adresse-là. Euh, voilà, c'est surtout ça. Et puis après, pour tous ceux qui ont la chance d'être animateur de la fresque du plastique, vous avez accès au canal Slack de la fresque du plastique. Donc là, c'est aussi une très très bonne manière de me contacter parce que j'aime beaucoup cette communauté et cette place de village qu'on a créée où on peut échanger plein d'idées. Bah super, super. Bah merci beaucoup, Philippe.
pour cet épisode. Je vais passer dans un mode un peu robot, comme j'ai l'habitude de dire pour finalement, c'est-à-dire le mode où je remercie tout le monde. Et ben, je commence déjà par vous remercier, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, Philippe et moi. Bah, c'est un plaisir pour moi vraiment de pouvoir en fait animer ce podcast Dromien Matériaux parce qu'il est animé vraiment par une mécanique où je veux mettre vraiment l'humain avant la science. Parce que l'humain, la science, c'est quelque chose d'amoral, c'est quelque chose qui est juste une interprétation de notre niveau de compréhension d'un phénomène qui se passe devant nos yeux. Et c'est nous, humains, on espère, d'être garde-fous de, de folie qu'il peut avoir avec finalement cette connaissance. Et donc, pour moi, mettre en avant les femmes et les hommes de science, c'est mettre en avant une barrière, que ce soit l'obscurantisme ou le nouveau obscurantisme. Et, euh, et on se doit de repositionner finalement notre émotion à la place du village, pour reprendre un peu l'expression. Parce que sans émotion, on n'a pas de mise en mouvement. Sans mise en mouvement, on n'a pas des événements ou des outils qui se développent tels que la fresque pour pouvoir aider les gens et pouvoir en fait sensibiliser au plus grand nombre aux enjeux du passé, finalement, d'une certaine manière, parce qu'on récolte des choses du passé, du présent et du futur. Donc voilà, c'est vraiment la jeunesse de Dromien Matériaux, c'est vraiment penser différemment et être plus humain et plus inclusif. Et du coup, je vous en remercie pour tous les gens qui nous suivent et qui suivent fait, le podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify ou d'autres plateformes de grands ou moins grands. Donc en tout cas, je vous en remercie. N'hésitez pas, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Philippe et moi, on aura le plaisir de vous répondre, nous mettre un like et effectivement repartager, parce que c'est la seule manière que vous avez vraiment de nous soutenir, enfin de soutenir Dromien Matériaux, c'est cette mécanique-là. Et je remercie toutes les personnes qui sont tout autour en fait de nous, qui gravitent également, parce que Dromien Matériaux, c'est Cosmos Materia maintenant, c'est cette agence que j'ai créée, qui est l'émanation finalement de toutes ces idées, où j'accompagne effectivement la fraise du plastique, parce que comme je suis animateur également, je les accompagne là-dessus également. Et quoi vous dire d'autre que merci. Et je remercie Philippe pour ce magnifique moment. Je suis très content parce que tu vois, Philippe, ça nous a permis d'avoir un nouveau moment ensemble où on échange, où on prend le temps d'échanger sur des choses qui me tiennent à cœur. Et je suis très content parce qu'on a vraiment ah ouais, big up. On a vraiment une même mécanique de pensée. Ça, je me rends compte qu'on a une vraie mécanique de pensée qui est la même finalement. On se rejoint sur beaucoup de points. Et si on diverge, en fait, on est complémentaires dans notre divergence. Donc finalement, c'est tellement enrichissant finalement de réunir et de prendre les idées de l'un et de l'autre. Et je vais terminer par te demander, Philippe, est-ce que tu as un mot de la fin pour ce podcast? Et ben, à bientôt. Eh oui. À bientôt. Venez participer à une fresque et au plaisir de vous y croiser. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Effectivement, à bientôt, Philippe, là-dessus. Je remercie le Podcaston, qui est l'événement caritatif, qui fédère plus de 1600 podcasts dans 45 pays différents, qui nous permet de donner beaucoup plus de voix à nos épisodes et de beaucoup plus de voix et d'audience également à des œuvres caritatives telles que les fresques et notamment la fresque du plastique. Donc, je vous en remercie. Merci, Philippe. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode de Dromien Matériaux, votre podcast de l'exploration humaine des matériaux de la science. Allez, à très vite.